Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconic Business. Pierre Hardy, c'est un coup de crayon, un révélateur d'allure, un esprit créatif. D'Hermès à sa marque éponyme, il est l'invité d'Iconic Business. Il est partout, même aux Galeries Lafayette. Jacques Mus, l'art de l'événement perpétuel. Reportage à Paris avec Eva Jaco. Une place de marché dédiée à l'artisanat d'exception. La quête du beau d'un frère et d'une sœur. Meillard dans les désirables de la semaine. Notre sélection dans un instant. Sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomène. Quand la maison de beauté Carita fait de la place à l'envin. C'est Iconic Business. Bienvenue. Pierre Hardy, notre invité aujourd'hui, designer, chausseur, artisan, artiste. Vous êtes un créateur multiple? Je le souhaite, je l'espère en tout cas. Oui. Vous cultivez la diversité, la multiplicité justement? Je ne sais pas si je la multiplie, en tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est peut-être un besoin, c'est pour ne pas m'ennuyer, c'est aussi, voilà, c'est aussi le désir d'investiguer, de chercher dans plusieurs directions à la fois. Est-ce que ça veut dire que la diversité nourrit la création et à chaque fois c'est pour une expérience de l'art? En ce qui me concerne, oui, on pourrait dire ça, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, c'est des expériences différentes, c'est des cadres différents, des temporalités différentes, des savoir-faire différents. Donc, c'est ça, moi, qui nourrit aussi, qui donne d'autres envies, qui me feront rebondir d'un domaine à un autre. C'est votre ADN, le point de départ, c'était des études d'art plastique. Vous avez été illustrateur pour des magazines notamment. Et naturellement, vous êtes dirigé vers ce biais-là? Vers cette naturellement, moi je savais faire qu'une chose et je n'aimais vraiment faire qu'une seule chose, c'était dessiner. Et donc j'ai suivi ce que j'aimais faire. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont su lire, comprendre et m'accompagner dans ce que le dessin pouvait permettre. La diversité, la multiplicité, parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes président, fondateur, directeur artistique de la maison Pierre Hardy et vous êtes aussi directeur artistique de la chaussure hommes et femmes chez Hermès, la haute joaillerie et le packaging de la beauté. Il y a donc votre création, votre vision au service des autres, c'est une chose, mais également cette vision et cette création à votre service. Comment on fait vivre les deux? Alors, c'est intéressant, et en même temps, c'est deux expériences vraiment très différentes, puisque dans un cas, je crée dans un cadre, dans un univers, dans un monde. C'est un peu comme, je dis souvent, être comme le premier violon d'un orchestre philharmonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs premiers violons, et je ne suis pas le seul, mais il y a un chef d'orchestre. Voilà, et on essaie de tout jouer la même mélodie, la même symphonie, le mieux possible ensemble. Quand je suis chez moi, plutôt un quatuor, voire quelquefois un duo ou un trio, c'est-à-dire que c'est en beaucoup plus petit comité. C'est pas la même musique qu'on fait. Chacun a une responsabilité beaucoup plus forte, beaucoup plus importante aussi. Et voilà, donc c'est deux intensités, même si au départ le travail de création se ressemble beaucoup, mais c'est à des intensités et à des échelles très très différentes. Et il y a eu un parcours différent aussi, une temporalité différente, 1990. Bon, avant, il y a eu Dior, c'est ça? Oui, pendant 2-3 ans, oui. Mais quand on dit Dior, aujourd'hui, Dior est devenu une méga marque. Enfin, moi, quand j'y étais, c'était déjà la plus grande marque de mode du monde. Mais les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. On est à la fin des années 80. Les grandes marques, les grands groupes n'ont pas encore découvert que les accessoires pouvaient être un levier aussi puissant pour leur communication et pour aussi leur marché. Et 1990, direction Hermès, l'univers de la chaussure, les objets de beauté, la haute joaillerie. Ça s'est fait naturellement, là aussi? Alors, oui, ça s'est fait très naturellement, mais grâce à Hermès, moi j'ai eu la chance d'entrer dans cette maison, je dirais pas par hasard, mais par un peu quand même, voilà. Et ils m'ont accompagné. C'est eux qui m'ont proposé vraiment à chaque fois de dire et si on faisait des chaussures hommes, et si on faisait de la joaillerie, et si tu dessinais les objets de la beauté, etc. Donc à chaque fois c'était des grands compliments pour un créateur de se voir proposer des domaines comme ça. Et probablement que parce que quelqu'un chez Hermès y a cru pour moi, alors j'ai accepté ce challenge et je suis rentré dans ce rôle-là, si on veut. Et par hasard, vous avez au fur et à mesure dessiné
des accessoires qui sont devenus des iconiques. On pense à la sandale Oran pour Hermès. Au fur et à mesure, vous avez laissé votre patte. Oui, mais en même temps, c'est une chose dont on n'est pas conscient au moment où on le crée. Moi, je me souviens du moment où je l'ai dessiné, je me souviens où j'ai cherché, je me souviens pour quelles raisons je l'ai faite. C'était l'année de l'Afrique, c'était une non-chaussure, c'était la chaussure la plus simple que je pouvais imaginer, presque comme être nu-pied. Et voilà, 25 ans après, on se retrouve avec un best-seller. Mais ça, je ne l'ai pas programmé. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, l'inspiration, petite archéologie personnelle, c'est-à-dire que, mais oui, c'est comme, voilà, on va puiser, je pense, au fond de choses qu'on adore depuis très longtemps, depuis qu'on est enfant, peut-être, qui nous ont élevés, qui nous ont formés, et puis aussi les choses qu'on a croisées là, il y a 2 minutes, une passante, quelque chose qu'on croise de presque rien, et qui va se combiner. Mais on ne sait pas pourquoi. Ça, je peux... C'est des influences diverses, ouais, et des moments divers. avec des importances différentes, avec des profondeurs différentes. Mais oui, tout ça, ça sédimente et à la fin, ça produit quelque chose. En 1999, vous avez eu envie de raconter votre histoire, d'installer quoi ? Vous aviez besoin d'installer le style Pierre Hardy ? Mais pas vraiment. Je me suis aperçu, je travaillais déjà, à l'époque, je travaillais aussi pour Balenciaga avec Nicolas Ghesquière sur les chaussures, pour les collections. Je travaillais chez Hermès et je voyais bien que dans tout ce que je pouvais faire ou essayer de créer, il y avait des choses qui marchaient ni dans une case ni dans l'autre. Je dis bon, je vais créer en fait l'espace qui va, voilà, une troisième voie qui va me permettre d'exprimer ce que je peux pas exprimer ailleurs. Et le point de départ, ça a été quoi ? Ça a été les couleurs, les lignes graphiques, le cube ? Ça a été la forme, vraiment la forme. Moi, j'avais envie d'une chose essentielle, d'une chose très épurée, très minimale à l'époque, d'ailleurs. Ça a beaucoup évolué depuis. Oui. Oui, c'était si je dois faire qu'une seule chaussure une fois dans ma vie, ça sera celle-là. Voilà, c'était un peu comme ça que ça a commencé. Et on pense d'abord au talon haut, on pense à la sneaker, la chaussure globalement, parce que c'est l'allure. Alors la sneaker, c'est venu bien après. Je pense que c'était la marque a 20 ans, 22 même. Donc la basket était encore très, très, très accessoire. Et moi, j'ai commencé à faire des baskets très égoïstement, pour moi. Alors que je haïssais les baskets de designer. je pensais que une vraie basket, c'est une vraie basket, c'est pour faire du sport. Donc voilà. Et puis en fait, comme je ne trouvais pas exactement celle que j'aimais, je dis je vais la faire moi-même. Et c'est venu comme ça. Voilà. Et puis on sait l'importance que ça a pris dans les dernières années. C'est devenu majeur. Qu'est-ce qui reste maintenant, votre singularité ? C'est là, à chaque fois, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de formes. Est-ce que c'est du ludique finalement ? Oui, alors c'est drôle parce que moi j'ai commencé sur un registre plutôt minimal, monochrome et assez austère et sobre, voilà c'est ça. Et maintenant on me connaît pour le jeu de la couleur, le multicolore, le polychrome, etc. Et très bien, mais ça fait partie du parcours, du chemin qu'on fait comme ça. Quand on, je pense, mieux on maîtrise un domaine et plus... Enfin, en tout cas, pour moi, je me sens de plus en plus libre, effectivement, de jouer avec les couleurs, de jouer avec des matières, Est-ce que, en revanche, les segments que vous avez choisis ou qui vous ont choisis, on parle de l'accessoire au sens large, est-ce que vous n'avez pas l'impression de travailler sous contrainte ? Alors jamais, bizarrement. De vous limiter ? Non, jamais. Et alors, le paradoxe le plus bizarre, c'est que souvent les gens pensent que c'est plus difficile, par exemple, de travailler pour Hermès. Alors qu'il y a beaucoup de contraintes. Oui, il y a un cahier des charges. Il y a une trame, il y a un canevas. Il y a une histoire. Il faut au moins le respecter, voire l'aimer, je pense, pour vraiment le travailler en profondeur. Et c'est beaucoup plus difficile sous mon propre nom, parce que moi, chaque collection était une brique au mur que je construis. Et donc, il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut pas, alors que chez Hermès, je suis entouré. Je travaille avec des équipes hyper efficaces, performantes. Le chemin est balisé. Voilà, c'est ça. Je suis accueilli. Alors, quand on est chez soi, dans sa petite maison, je dirais, chaque geste compte. Et du coup, je trouve que alors, c'est des contraintes que je me suis choisies. Mais en même temps, je pense qu'elles sont plus fortes. Et personne n'est là aussi pour me les rappeler, que moi. Une identité donc à défendre, une identité qui s'est offerte comme beaucoup d'autres aussi de la visibilité avec la série Phénomène Emily in Paris, Nathan Cocampo. Ça ressemble à la meilleure campagne publicitaire pour les marques. Votre sac à main Alpha aperçu sur les looks colorés d'Emily et Mindy, mais on retrouve aussi les bottes de la marque Scorpios, la mini-jupe en cuir Color Block, une veste Schiaparelli
ou encore un sac à main Gucci. Et avec plus de 120 millions d'heures de visionnage à travers le monde, Emily in Paris est donc une véritable vitrine pour les marques de luxe. Au total, dans la saison 3, plus de 250 marques et designers. Et l'impact d'une telle visibilité se mesure. Louis Vuitton a par exemple vu son nombre de recherches Internet bondir, passant de 7 à 15 millions de pages lues après la sortie de la série. Des visites doublées pour Chloé, explosion aussi chez Saint-Laurent. La saison 2 avait déjà rapporté près de 100 millions de dollars aux marques, juste 3 semaines après sa sortie. On attend Emily in Paris, c'est le nouveau James Bond, parce que c'est clairement le champion toute catégorie pour le placement de produits. Montre Omega, Aston Martin, champagne Bollinger, hôtel prestigieux, 100 millions de dollars de placement de produits pour le dernier opus Mourir peut attendre. Des apparitions et des produits dérivés ensuite qui rapportent des millions aux marques. Pour Spectre, les recettes marketing étaient autour de 200 millions de dollars pour un coût de production du film de moins de 300 millions de dollars. Bref, un film remboursé aux 2/3 bien avant sa sortie. Une belle opération, merci Nathan Cocampo. Pierre Hardy, vous avez mesuré, quantifié les retombées ? Oui, c'est exactement ces chiffres-là. Pas dans les mêmes proportions, mais en pourcentage, oui, on a doublé sur l'affluence online et on a multiplié par 10, mais disons sur 2 semaines. Alors ce sont des effets assez spectaculaires, on va dire, surtout à notre échelle, d'un seul coup, mais qui ne sont pas pérennes. Enfin voilà, pour ça, il faut qu'il y ait d'autres saisons. D'autres saisons, c'est un appel, je crois, avec la collection Les Sacs à venir, etc. Mais est-ce que ça permet de capter une autre clientèle ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avez vu, vous voyez, vous entendez les marques parmi lesquelles on est cité, voilà, Rolex, Aston Martin, des alcools extrêmement prestigieux. On est très très loin de l'échelle et de la notoriété de ces marques-là. Et pourtant, on est mêlé à ça. Et c'est aussi un des grands... Enfin, c'est à la fois un énorme compliment, c'est aussi un challenge incroyable pour une marque comme la nôtre, avec ce différentiel d'échelle, d'être mis en concurrence d'une certaine manière, malgré nous, avec des mastodontes. C'est eux qui sont venus vous chercher ? Oui, absolument. Oui. Sans que ça vous coûte quoi que ce soit ? Absolument. Que des retombées positives. Absolument. Bon, on a quand même aussi, à côté de ça, le roi du personal branding, du marketing, Jacques Mus, qui crée l'événement aux Galeries Lafayette. C'est un reportage tout de suite à suivre d'Eva Jaco. Si vous passez près des Galeries Lafayette, impossible de louper cette tasse à café géante ou encore ce lavomatique, ce bob géant ou ce couple qui s'embrasse derrière le linge qui sèche. Jacques Mus s'invite dans les 16 vitrines des Galeries Lafayette avec ses objets du quotidien et ses iconiques de défilé. Et ça continue à l'intérieur, on va voir ça. Alors ici, on retrouve plusieurs concepts immersifs, comme par exemple ce grille-pain XXL ou encore ce lavomatique géant. Arthur Lemoine, bonjour. Alors c'est la première fois que les Galeries Lafayette accueillent un projet de cette envergure et surtout que vous donnez la carte blanche à un créateur indépendant. Bonjour, c'est effectivement la première fois que les Galeries Lafayette accueillent un jeune designer indépendant dans l'ensemble de ses vitrines du boulevard Haussmann, que ce soit à l'homme ou à la femme. Habituellement, ce sont plutôt des grandes marques qui ont à la fois la capacité financière et créative pour réaliser ce type d'opération. Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce projet global ? Qu'est-ce qu'on trouve au sein des galeries ? Alors, c'est à la fois l'occasion de découvrir son univers, ses créations, au travers finalement de ses obsessions, que ce soit pour le raffia, pour la lavande, pour les bobs, dans nos 16 vitrines, mais également dans 3 concepts immersifs, que ce soit le grille-pain géant, le bambino, qui est son sac iconique, et qui est à l'entrée du magasin du boulevard Haussmann, et ce lavomatique XXL qui est dans notre bâtiment de l'âme. On a aussi un café dans lequel chacun peut prendre un café ou trouver des bouquets de tulipes blanches dans un lieu très poétique devant le bâtiment de l'âme. Et alors, quelles sont vos ambitions et vos attentes avec ce projet ? Alors, nos ambitions, elles sont multiples. C'est à la fois de renforcer notre partenariat avec Jacques Mus, puisque c'est un partenariat de longue date qui s'inscrit sur le long terme. On accueille cette marque depuis ses débuts, depuis maintenant 7 ans. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, puisque c'est une marque qui a cru très rapidement. Et en parallèle, c'est aussi un enjeu de notoriété, en particulier vis-à-vis d'une clientèle un peu plus jeune. Et pour les Galeries Lafayette, à la fois mettre en avant la création dans une logique événementielle, ça fait partie aussi de notre ADN. Et puis il y a également la possibilité de rentrer dans l'iconique sac Bambino. Il s'agit du best-seller de la marque et ici on retrouve 20 exemplaires dans 2 en édition limitée. Pierre Hardy, c'est la course au happening permanent ? Non. Non ? Non, pas pour vous ? Non, pas du tout. Justement, est-ce qu'il y a le temps long de certaines maisons, des maisons qu'on dirait installées,
et la frénésie autour, les coûts marketing? Je crois que ça dépend beaucoup de l'ADN de l'ADN de la marque, de ce qu'on veut proposer aussi, voilà, de la qualité des produits. C'est vrai qu'il y a certains produits qui demandent à s'intégrer, voilà, dans les esprits. C'est drôle parce que là, je vois l'image derrière vous de la dernière campagne. C'est par exemple une boute qui existe depuis peut-être 10 ans à l'homme et que les gens redécouvrent maintenant. Ah, mais c'est génial, il me la faut dans cette matière-là, etc. Donc voilà, il y a certaines choses comme ça qui prennent du temps. Il faut l'accepter. D'autres qui marchent tout de suite. Moi, je ne suis pas un fervent du coup. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà, en dépit de cette campagne d'affichage sauvage aux retombées prometteuses. Alors, c'est la première fois qu'on fait une vraie campagne d'affichage comme ça. J'en suis très fier. J'en suis très fier parce que j'aime bien les gens qui parlent voilà, des chaussures et des sacs. J'aime bien comment ils en parlent. Ils ont été interviewés sans savoir qu'ils allaient l'être et filmés. Donc ils en parlent très spontanément, à l'âge qu'ils en ont, de la position qu'ils ont. Ce sont des acteurs, des jeunes étudiants, des danseurs, des jeunes mannequins, enfin vraiment très peu, pas des professionnels. Et moi, j'étais hyper voilà, touché, on peut dire presque ému d'ailleurs de voir comment il parlait de ces chaussures qu'il découvrait. Et comment on se renouvelle? Comment on suscite le désir encore? C'est la question piège, c'est l'histoire du créateur. Mais oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je suis pas un grand nostalgique, je vais jamais dans les archives, je suis un très mauvais documentaliste, je suis pas très fort pour ça. Moi, je crois beaucoup en la nouveauté, je crois beaucoup en la création au sens propre. J'essaye toujours de proposer des nouveaux trucs. On me dit d'ailleurs parfois, non, on va se calmer, attends, il y en a assez. Donc voilà, moi, c'est ça mon moteur, plutôt. Voilà, ouais. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Le luxe est pour Pierre Hardy, les iconiques, vos expériences du luxe. Et vous avez à chaque fois cette expérience de l'art, en fait. Et notamment, vous avez choisi en premier lieu de la danse contemporaine. Oui, je trouve que ce sont des moments très privilégiés. Alors, je l'ai beaucoup pratiqué, donc j'y assiste maintenant en spectateur avec un peu de frustration parfois, mais en même temps vraiment avec un amour immodéré, une conscience de ce que ça peut représenter pour les interprètes, les danseurs. Et c'est un moment, oui, je pense que c'est un moment extrêmement luxueux parce que c'est tellement isolé de contingence du monde. On est là pour assister pendant 1 heure ou 2 à ce spectacle qui se passe dans cet endroit-là privilégié, où tout est idéal, tout a été conçu pour que ce moment-là n'existe qu'à ce moment-là. On peut l'enregistrer, mais ça n'équivaudra jamais à ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion du luxe qui est rare, enfin, que moi j'adore. Ouais. Cette notion du luxe aussi, d'aller choisir une représentation, peut-être une source d'inspiration que la mer Méditerranée. Oui, alors ça, je vous parlais d'archéologie personnelle, oui. Je pense que ça fait partie vraiment de ce qui me constitue. Moi, je suis pour moitié corse, de côté de ma mère, donc c'est une culture, enfin voilà, c'est des sensations, des perceptions qu'on reçoit tous quand on est petit, puis qu'on grandit, etc. Et voilà, et je retourne toujours à ça parce que c'est vraiment les sensations, les visions les plus belles, je trouve, pour moi. Il y a plein d'autres choses sublimes sur Terre, mais là, il y a une correspondance entre ce que, esthétiquement, moi, me comble et des souvenirs personnels et des choses ancrées de façon très profonde. Oui. Dans votre top 3, un dernier iconique pour terminer? Dites-moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez parlé de Marfa. Ah oui, les États-Unis. Alors oui, Marfa, mais ça aussi c'est lié à l'art contemporain et aussi parce que entre Marfa et New York avec la fondation Donald Judd par exemple et des choses comme ça où il y a alors là c'est des exceptions. C'est en ce sens que je trouve que ce sont des formes luxueuses de ce que le monde contemporain peut nous offrir. C'est des choses qui n'existent que là, à cet endroit-là, qui ont été conçues par un homme il y a maintenant pas mal d'années, dans les années 60-70, et qui sont toujours vraies, qui sont toujours des choses aussi expérimentales. Aussi. Il y a cette notion-là, je pense, dans le luxe, qui doit pousser peut-être l'expérience de la perception, de la beauté, ou de le plus loin. Et je pense que ça, Marfa, par exemple, mais il y a aussi, comme je disais, la Fondation à New York, que j'adore aussi. Cet exotisme, c'est un autre exotisme des États-Unis. Marfa, c'est en plein désert, au milieu du Texas. Ça n'est possible que là.
Et c'est ça qui est, Et finalement, qui est luxueux. si le luxe, c'était l'accès à l'art. En tous les cas, ça vous a accompagné. Pierre Hardy, l'artiste, l'artisan, merci d'avoir été Merci à vous. avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, Meillard, la marketplace dédiée à l'artisanat d'exception, mais tout de suite, l'Iconic Capsule. L'Iconic Capsule, c'est une exposition inédite cette semaine. Carita invite Lanvin en sa maison. Nous sommes au 11 Faubourg Saint-Honoré, à l'adresse iconique de la maison Carita, qui s'est associée à Lanvin pour une exposition à l'occasion de la Fashion Week. 11 charmeuses pièces iconiques créées par la maison Lanvin en 2008 y sont exposées dans des alcôves. Des modèles en mousseline de soie et en dentelle issus des collections de ces 3 dernières années. Il y a des robes portables le soir, d'autres en journée ou pour le cocktail. Elle est déclinée en plusieurs hauteurs et en toutes les couleurs. Une exposition hommage en souvenir de l'inauguration de 1952. À cette occasion, eh bien, il y avait un défilé de haute couture et tous les modèles étaient habillés par Lanvin, puisqu'à l'époque, nos sœurs étaient amies avec le directeur artistique de Lanvin de l'époque, qui était au 22, juste en face. Et puis, pour prolonger l'expérience, la maison propose un tea time dans son restaurant Le Rosy jusqu'au 23 mars prochain. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Une histoire de famille, Marie-Dove Schmitt et Alfred de Françu à la tête de Meillard. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathan Cocampo avec votre sélection cette semaine et notamment le saut Hermès jusqu'au 19 mars. C'est la 13e édition. Oui, exactement. 3 jours dans les murs du Grand Palais éphémère. 130 chevaux, 55 cavaliers parmi les meilleurs du monde concourent dans des épreuves de saut d'obstacles. Présent aussi 20 cavaliers de moins de 25 ans dans les épreuves Talent Hermès pour découvrir les jeunes espoirs d'aujourd'hui. Le traditionnel spectacle équestre qui vient clore chaque journée de compétition. 3 jours de fête avec plus de 13 000 visiteurs attendus pour un rendez-vous incontournable d'une marque étroitement liée aux chevaux et aux compétitions. Ce sera à suivre d'ailleurs sur le site d'Iconic Business et sur Instagram. Il y a cette nouvelle adresse que vous avez dénichée, pas n'importe laquelle, un Jean Humbert au Brando, mythique hôtel de luxe en Polynésie française. Oui, une nouvelle sortie culinaire en Polynésie française, vous l'avez dit, au nord de Tahiti. Jean Humbert, célèbre chef à la tête de plusieurs restaurants prestigieux comme le Plaza Athénée, pose ses valises donc au Brando, hôtel de luxe pensé par Marlon Brando et Richard Bailey. L'ancien gagnant de Top Chef prend les cuisine des 3 restaurants sur place pour, dit-il, revenir à la cuisine locale et mettre en valeur les produits que la nature nous offre. Au menu, des plats iconiques du lieu comme un bounty noix de coco chocolat retravaillé par le nouveau chef. Et enfin Audrey, à l'approche de Pâques, une œuvre exceptionnelle, un œuf de Pâques à caviar en cristal azur décliné en 14 créations uniques et signées, sculptées à la main. Avec détails en or fin 24 carats. Des créations nées d'une collaboration de plus de 10 ans entre Caviar Caspia et Cristal Benito pour rendre hommage à Fabergé, l'œuvre de Fabergé qui apparaît en 1885 justement à l'occasion des fêtes pascales. Les 14 créations de 30 cm de haut sont en vente à 7 200 €. Merci Nathan, ça nous fait une transition. On reste dans l'art d'exception avec Meillard, cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception. Marie-Dove Schmitt et Alfred de Françu, le rare et l'exclusif démocratisé, c'est ça ? Bonsoir Audrey, oui exactement. L'idée c'est vraiment que Meillard est né d'une volonté de transmettre le beau et de remettre le beau au cœur de notre quotidien. Moi j'ai vraiment évolué dans le monde de la décoration et un écart m'est apparu, c'est qu'on a à la fois des artisans d'art, des manufactures d'exception et des designers qui ont un talent fou pour créer et des clients qui sont à la recherche de produits uniques, exclusifs, d'authenticité, de transparence aussi quand il s'agit de savoir d'où leurs produits viennent réellement, mais qui n'arrivent pas à les trouver parce que ces artisans ne sont pas faciles à cartographier, ne sont pas tous visibles en ligne, ou en tout cas c'est compliqué de les trouver en ligne. Donc on a avec Alfred voulu faire une plateforme Meillard pour connecter à la fois ces artisans, ces designers et ces manufactures avec les clients à la recherche de produits uniques, d'exception, et voilà, qui vont vraiment ce supplément d'âme. C'est tout l'univers de la décoration d'intérieur, ce qui veut dire, qu'on l'entend dans vos mots, artisans, designers, manufactures du monde entier. Alfred de Françu, ça veut dire que le travail de sourcing, de sélection est énorme. Comment il s'effectue ? Donc la curation est essentielle chez nous dans notre plateforme. La majorité de nos artisans sont français et européens. Même l'entièreté du sourcing se passe en Europe avec une grande partie évidemment en France. Cependant, on voit que les clients, eux,
sont un peu en Europe, mais surtout à l'international. C'est eux qui recherchent cette volonté d'aller rechercher ce luxe français, ce savoir-faire qu'on retrouve dans différents pays européens, parce que chaque pays a ses spécificités et ses savoir-faire. Ça veut dire que quel marché, à l'heure actuelle, peut être le plus dynamique? Les États-Unis Les États-Unis, on voit beaucoup d'engouement aux États-Unis pour les produits d'exception, mais aussi de l'autre côté, le Moyen-Orient, évidemment, et les pays d'Asie. On a récemment effectué une commande pour le Japon, et donc il y a un attrait pour le savoir-faire français. Comment ça fonctionne? C'est d'abord le choix de l'objet, le choix de la création, ou c'est le choix de l'artisan, Marie? C'est vraiment une histoire de relation chez Meillard. Donc chaque artisan, chaque partenaire qui est présent sur la plateforme, c'est une rencontre qu'on fait aussi. Donc on a à la fois des manufactures d'exception. On peut parler de la manufacture de Gien, par exemple, que tout le monde connaît. Voilà la maison Leleu aussi, qui est assez connue. Et à la fois cette recherche de pépites, où on va aller dans des ateliers faire la rencontre de personnalités complètement hors du commun, qui pour nous ont un savoir-faire exceptionnel et qu'on veut rendre visible et à qui on veut donner vraiment une page entière dédiée sur Meillard. On est toujours dans cette histoire de préservation de savoir-faire et d'aller chercher le savoir-faire. Il y a aussi des collections originales qui sont faites pour le site ou qui se développent. Parce que le site, il date de quoi? On dit de septembre 2020? Oui, septembre 2020, c'est quand on a lancé cette aventure avec Marie, et grâce à Marie, et puis on a une équipe qui est arrivée l'été dernier, mais on a cette volonté, en plus de la curation et des objets, on présente un peu plus de 250 artisans, un peu plus de 40 000 produits en ligne maintenant, on a cette volonté d'être un peu une page blanche de création, apporter de la créativité sur le marché, et donc on fait des collaborations entre des personnalités du monde de la décoration, mais du luxe aussi, et nos artisans, pour apporter de la fraîcheur, de la nouveauté dans le monde de la décoration. Avec des commandes spéciales, des pièces sur mesure? Beaucoup. En fait, dans ce secteur, on a l'avantage de travailler avec des artisans qui peuvent travailler sur de la personnalisation et sur des commandes et des réalisations sur mesure, que ce soit pour des particuliers, mais aussi pour des professionnels. Ça veut dire que, vu le positionnement, le panier moyen, grossièrement, il est à combien, Marie? Aujourd'hui, on a un panier moyen qui est environnant des 2 000 €. On travaille à la fois avec des clients particuliers et professionnels du monde de la décoration. Donc voilà. Et ce qui permet de développer ces commandes spéciales, mais aussi, on apprend aussi, c'est un peu l'éloge du temps long. Quel est le délai pour obtenir sa commande? C'est le temps de la création? On laisse justement mûrir cette création? Le temps est essentiel. On est dans des produits qui sont fabriqués à la main par des artisans qui, eux, ont obtenu leur savoir-faire depuis parfois des générations. Et donc, il faut laisser le temps aux artisans de créer ces objets. Le temps moyen d'une commande va de 2 semaines à parfois 3 mois pour des objets un peu plus exceptionnels. Combien de transactions en termes de valeur pour le moment et les ambitions, là? On a, depuis que l'équipe est arrivée en juin, il y a beaucoup de dynamisme, et c'est un marché qui est très dynamique et qui est en forte croissance. Et un énorme marché potentiel. Et un très grand marché, en effet. Et cette année, on compte tripler le nombre de ventes comparé à l'année dernière. Donc, on a de fortes ambitions. Merci à tous les deux, Marie-Dove Schmitt, Alfred de Françu. Meillard, cette plateforme dédiée à l'artisanat d'exception. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.